Et souvenez-vous, c'était le 1er janvier dernier, Volodymyr Zelensky déclarait que la Crimée et la mer Noire allaient devenir le nouveau centre de gravité de la guerre. Une prédiction qui se confirme une fois encore. Après une opération menée par les forces spéciales ukrainiennes contre une plateforme pétrolière, cette fois-ci utilisée par les Russes pour lancer des drones. Nouveau coup de force et un nouvel échec pour Moscou, Christophe. Oui, effectivement. Alors on a appris également que le site servait de station radar qui permettait aux Russes de détecter les objets en surface, mais également de contrôler une partie du trafic maritime. Alors l'opération a été baptisée Citadelle, elle a été réalisée de nuit et vous allez pouvoir découvrir ces images absolument incroyables. Elle a permis aux hommes du commando de récupérer également du matériel électronique sensible et tout ça a été filmé par les forces spéciales ukrainiennes. Xavier, opération extraordinaire, on le disait, ils arrivent à se filmer. On a l'impression qu'en face, il n'y a pas beaucoup de répondants. Visiblement, il n'y en a pas du tout même. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme pétrolière qui était utilisée comme base de surveillance en mer Noire, base radar avec du matériel électronique et informatique pour surveiller la mer Noire, visiblement, il n'y avait personne pour la garder. Et également de relais, visiblement, pour les drones envoyés aussi par les pour les drones Shahed, oui, ça permet de faire des ping-pong pour qu'ils puissent aller plus loin, qu'ils aient un rayon d'action plus long. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que visiblement tout se passe bien. À la fin du film, on a même le lever de soleil sur la mer Noire. C'est un peu violet, mais c'est assez beau. Ça me rappelle le même genre d'opération. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Christophe. Ça s'est passé de mémoire le 10 septembre 2023. Des plateformes pétrolières, les mêmes, elles font partie du même groupe d'ailleurs, investies par les Russes depuis quasiment le début de la guerre. C'est les Turboïco. Voilà, exactement. Et là, il y avait eu de la résistance. Il y avait eu des échanges de tirs. Et qu'est-ce qui s'était passé une dizaine de jours plus tard? Ça avait été le bombardement du QG de la mer Noire à Sébastopol. Donc, deux choses. Un, on peut se demander ce qui va se passer dans 10 jours en Crimée de la part des Ukrainiens. Dont vous parlez. On a même les images. Donc, c'était pas le 10, c'était le 11. Ma mémoire me faisait légèrement défaut. Et qu'est-ce qui va se passer dans une dizaine de jours en Crimée de la part des Ukrainiens? Ça, on verra bien. Deuxièmement, ce que ça montre, ce qui est très très intéressant, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, voire même quelques mois, c'est que la mer Noire n'est plus du tout sous domination russe. C'est plus du tout Mare Russium, c'est Mare Ukrainium, si on peut le dire comme ça. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça en latin. Alors ça a une importance, ça a deux importances vraiment fortes. La première, c'est que la Crimée est maintenant vraiment à portée de tir des Ukrainiens, puisqu'ils arrivent à passer au-dessus de la mer Noire sans rencontrer peu de résistance. Il reste encore des batteries antiaériennes, notamment sur la péninsule elle-même. Et la seconde chose que j'ai regardée attentivement depuis 3-4 jours, c'est que le trafic maritime entre Odessa et les ports qui sont au nord et au sud d'Odessa et le Bosphore commence à monter en puissance, à savoir que si on regarde en moyenne à peu près, on a de 20 à 30 bâtiments chargés soit d'acier, soit de céréales qui arrivent à quitter les ports ukrainiens. Et ça, c'est très important pour l'économie ukrainienne. Vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que c'est l'autre guerre que veut faire Poutine contre l'Ukraine, la guerre économique. Éviter les céréales, l'industrie, les exportations et l'entrée d'argent. Aline de Baïk-Kremer, on a l'impression que ces Russes ont définitivement quitté la région, les points stratégiques, et cette plateforme en est une. Il n'y a pas de défense. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que à chaque fois que Poutine est interrogé sur la question, il fait de cette zone et de la Crimée un point de chasse gardier.
Comment expliquer ça ? Alors, comment expliquer ça ? C'est une très bonne question. Peut-être qu'on aura la réponse dans la grande interview qu'a donnée l'ancien de Fox News, qui sera peut-être publié demain. Alors, on va en reparler. Sur les échecs. Très intéressant. Ou après l'élection aussi. Donc, selon ça peut être après l'élection. De la grande marine russe du fond de la mer Noire en ce moment, parce qu'effectivement, plus ça va, plus il y a quand même des défections importantes. Mais enfin, important aussi à comprendre quand même que le fameux mât qui a été explosé par les mines ukrainiennes servait aussi donc d'affinage de direction de drones, et c'était aussi un enjeu stratégique et militaire de protection des populations que d'attaquer ce genre d'équipement. Alors, rappelons quand même qu'il y a eu une attaque massive encore ce matin en Ukraine avec de nombreux morts, et donc tout est fait en Ukraine pour minimiser, amenuiser les capacités offensives de l'ennemi, dont ce genre de dispositif en fait partie, parce que c'est de là d'où s'affinent aussi les trajectoires de drones iraniens qui vont frapper après les cités ukrainiennes. J'en reviens à ma question, ce sont des sites stratégiques, ils ne sont pas défendus. Ils ne sont pas défendus. Manifestement, en mer Noire, ça c'est une évidence pour de plus en plus de gens, l'armée russe a été mise en déroute par une armée qui n'avait pas de marine, à savoir la marine ukrainienne. Ensuite, très exactement en termes de stratégie, ça peut vouloir dire plusieurs choses. J'ai pas forcément envie de dire que la marine russe est finie, foutue, parce qu'on peut avoir des revers de médailles d'ici quelques jours. Il y en a un tiers qui a disparu. Voilà, alors on en profite. Qu'est-ce qui est très exactement en train de se passer ? Je ne sais pas. En tout cas, en mer Noire, c'est victoire sur victoire sur l'Ukraine, y compris parce qu'il y a des enjeux existentiels pour l'Ukraine, notamment sur la question du trafic et des couloirs maritimes en partance d'autres États, parce que cette plateforme en particulier surveillait beaucoup ce qui se passait en termes de convois, de corridors pour exporter le grain à partir d'Odessa. Donc oui, 24. Pendant que vous parlez, juste un sous-marin. Je précise pour nos téléspectateurs, et il s'agit des chiffres qui ont été publiés par les Ukrainiens. 33% de cette flotte hors service, 74 unités, 24 bâtiments qui ont été détruits, endommagés, et un sous-marin qui a été totalement détruit à quai. Dans les pistes d'explication, parce qu'il y a aussi quelque chose, un mystère qui continue de circuler, on est sans nouvelles de Gerasimov depuis des jours, en tout cas sur le plan militaire. Donc ceci pouvant expliquer aussi certains revers spectaculaires. Il a souvent de longues absences. Oui, il a eu de longues. Peut-être un peu trop, voilà, peut-être un peu trop. Il y a quand même un problème, parce qu'on a beaucoup parlé ces temps-ci des questions d'état-major ukrainien, mais enfin, on est sans nouvelles depuis des semaines, juste de Gerasimov. Et très concrètement, ça semble juste plus transparent du côté ukrainien que du côté russe, mais ça, on a l'habitude depuis 2 ans, voire avant. Un mot et on parlera de stratégie avec le général. Pour répondre à votre question, il y a une réalité qui me paraît relativement simple. Il n'y a rien de plus difficile à défendre qu'une plateforme pétrolière au milieu de la mer si vous n'avez pas de marine à disposition. Et si vous ne pouvez pas approcher votre marine. Parce qu'il faut la ravitailler, il faut relever les hommes, etc. Si, quand ils font ça, ils mettent en danger un navire ou plusieurs, le coût de la défense devient prohibitif pour eux, à partir du moment où ils ont... Donc on préfère abandonner. C'est loin, il y a un risque évidemment, mais quel est le plus grand risque ? Moi je pense que l'arbitrage, il est tout simplement là. Comme ils n'ont pas la maîtrise de la mer, dans ces zones-là, eh bien ils peuvent tout simplement pas les défendre. Ils ont l'expédition précédente, ils étaient encore présents dans la mer Noire, et il y avait des hommes sur la plateforme, les plateformes Boïko. Et là, il y en a plus parce que tout simplement, on peut pas les renouveler, on peut pas venir les ravitailler, et on peut pas défendre. Parce que la mer, comme je l'avais dit une fois, c'est pas comme il n'y a pas de ligne de front comme au sol, il n'y a pas de tranchée, il n'y a pas de position. Pour compléter ce que dit Jean-François, ça a commencé par le retrait de l'île aux serpents. Exactement. C'était exactement la même problématique. On a une position, on ne peut pas la tenir, parce qu'on n'a pas les bâtiments, parce qu'on n'a pas les hommes, parce que c'est pas possible géographiquement. C'est très proche de l'Ukraine pour l'île aux serpents, à portée de missiles. Personne ne pouvait la tenir. Hein. C'est un bout de caillou, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens. D'ailleurs, tout le monde a abandonné. C'est encore plus petit. Justement, avec le fameux... Oui, mais cette plateforme était stratégique, ce n'était pas le cas de l'île aux serpents. C'est un peu pour la même raison que la Crimée est fragile. C'est-à-dire elle aurait pu l'être. La Crimée, c'est une presqu'île au milieu de l'eau. Si on coupe
les lieux d'accès, ça devient compliqué. Alors, c'est pas aussi facile de prendre la Crimée, évidemment, que une plateforme pétrolière, mais c'est compliqué pour les Russes de garder la Crimée. Mais ça a été compliqué pour tous les occupants de la Crimée de garder la Crimée. Toutes les batailles ont été perdues. Les occupants de la Crimée ont toujours perdu quand ils ont été attaqués. Général, 33% de la flotte russe mise à servir, c'est par des Ukrainiens qui, eux, n'ont plus de marine, n'ont quasiment plus de marine. Ça, c'est une prouesse quand même. Ça augmente ce ratio. Oui, alors d'abord, il me semble bien qu'il n'y avait pas plus de 20 navires en mer Noire, d'après les chiffres d'avant la guerre et pendant la guerre. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu 70 navires dans la flotte russe présente. Donc je serais intéressé pour savoir quelles sont les sources, comment est constitué ces 70-75 navires. Car effectivement, il y a un tiers de la flotte qui a été détruite, mais à ma connaissance, c'est un tiers sur 20 à 25. Donc déjà, c'est plus tout à fait la même chose en termes de ratio. Alors maintenant, je pense que Xavier est en train de chercher, il va nous sortir la réponse. Mais moi, ce sont des chiffres. La réponse à 70 navires. On l'aurait d'ici la fin de la mission. Voilà, on l'aura. Deuxième point, pour revenir à cette plateforme, alors j'ai pas vu où elle était sur la carte. Ça aurait été intéressant de le savoir, pour savoir un petit peu quelle a été la portée de ces Zodiacs qui ont pu faire pas mal de kilomètres en mer pour y arriver. Troisième point. Alors Xavier, vous allez peut-être pouvoir répondre au général. On n'a pas de précision exacte, on n'a pas de coordonnées géographiques pour vous la situer de manière précise. Elle se situerait entre Odessa et la Crimée, plus ou moins à mi-chemin. Ah oui, donc en fait, à portée de tir, je dirais. Mais à portée de Zodiac aussi. Ils sont allés quasiment jusqu'à la Crimée en Zodiac déjà. Ça, c'est intéressant à savoir. Parce que même pourquoi ça n'a pas été défendu. Parce que moi, je ne crois pas à une plateforme non défendue. C'est complètement aberrant. Alors effectivement, vous pouvez dire que c'est difficile à défendre, à alimenter. Oui, vu l'endroit où ça se trouvait, je l'admets. Mais quand on a 5 sous-marins qui restent, ça peut servir. Ensuite, quand on a des capacités de minage, ça peut servir. Si on n'est pas si loin de la Crimée, on peut avoir des drones. Donc là, je me pose vraiment une interrogation sur une absence de combat sur une plateforme, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'elle a pu apporter, sans qu'elle ait pu être protégée. Surtout qu'effectivement, l'enseignement d'il y a quelques mois, une plateforme avait été quand même saisie par les Ukrainiens, d'ailleurs d'une manière, je crois, était plus éloignée encore, avec succès. Donc voilà, comment se fait-il que les Russes ne sont pas capables de retirer des enseignements justement d'échecs militaires. Donc moi, je suis un peu surpris de la mise en valeur de cette attaque réussie sur une plateforme non défendue, avec, paraît-il, du matériel effectivement performant. Le lieu géographique s'y prête très bien, mais j'ai du mal à croire qu'elle n'ait pas été défendue. Voilà, donc c'est ma réaction. Donc maintenant, quand on saura combien il y avait de navires exactement, très bien. Et je comprends tout à fait d'ailleurs. On va vous donner la réponse générale exactement avant la fin de l'émission. C'est pas dans les bouquins officiels. Sachez que nous avons aussi regardé ce matin un certain nombre de chiffres, nous donne 74 unités composant la flotte russe en mer Noire. Ce que j'avais. Tout engin. Cherchez le tableau genre bataille navale avec les croix dessus, mais je ne le retrouve pas. Mais ce sont les chiffres que j'avais.